On était toute une bande prévue pour la première rentrée scolaire et devant la difficulté à ouvrir une classe avec suffisamment d'élèves, plusieurs personnes se sont rétractées et du coup je me suis retrouvé tout seul le 1er septembre 95 face à des jeunes professeurs, jeunes et moins jeunes, et membres de la famille aussi. Donc c'était tout à fait particulier, et surtout le fait d'avoir eu le courage d'ouvrir quand même l'école pour un élève était quand même un geste fort. Voilà, la toute première classe a été installée à Oprebay, dans une maison que j'habitais à l'époque en tant qu'étudiante, puisque j'étais encore aux études de droit, avec une amie, Sylvie Muller, qui était encore aux études aussi. Et donc c'était une pièce qui a été aménagée. Il ne fallait pas des grands locaux, étant donné que le 1er septembre 1995, il y avait un élève, le fils de Stéphane. Et donc il se retrouvait en cours particulier avec tout le monde, pas question de regarder par la fenêtre. Et ce dont je me souviens très bien, c'est qu'en revenant à la maison, il était vert. Il n'y avait pas eu de récréation, il n'y avait pas eu de copains. Mais bon, comme c'était l'école de papa et qu'on était tous tendus vers un but, il ne s'est pas révolté, mais il a été très courageux. Ayant 5 enfants, l'aîné ayant fait le rénové qui me faisait réellement enrager, les 2 autres ayant été dans une école traditionnelle, j'ai voulu refaire la même chose. Trouver un enseignement qui serait au moins équivalent à celui que j'avais reçu pour mes enfants. Si tu ne vas pas à l'école, l'école ira à toi, comme dans Lagardère. Et voilà. Ce qui a joué en faveur de l'école, c'est que c'est l'année où il y a eu toutes ces turbulences auprès de la communauté française suite à une série de réformes. Et donc il y a eu des grèves importantes à partir du 2e trimestre. Et du coup, pendant cette période-là, beaucoup d'élèves ont afflué à Scola Nova pour découvrir quelque chose d'autre. Et je pense aussi avec l'envie des parents que leurs enfants ne restent pas à rien faire pendant ces périodes de chaos de l'enseignement, quoi. Donc beaucoup d'élèves sont venus. À certains moments, on s'est retrouvés à plus de 20 dans la classe, qui était toute petite, vraiment un tout petit espace, une petite pièce d'une maison à Oprebay. Et de tous ces élèves, il y en a un qui s'est réinscrit l'année suivante. Et donc, à partir de septembre 1996, il y a une seconde classe qui a été ouverte, dans laquelle mon frère a été l'un des 4 élèves. Et donc, on avait 2 classes de 4 élèves à partir de la deuxième année. L'école est née dans notre jardin. Donc il y avait un garage avec un pigeonnier au-dessus. Enfin, c'était assez délabré au départ, mais enfin bon, il y avait les structures. Et ce pigeonnier a été un petit peu transformé, avec une classe au rez-de-chaussée, une classe à l'étage. Établir le parking, les grilles, le terrain de basket qui ressemblait pas à grand-chose, mais qui nous permettait de nous défouler un peu quand même. C'est beaucoup de bons souvenirs. Donc moi j'ai fait ma première année tout en bas, dans le pigeonnier, dans la classe du bas. On était 4. Il y avait Jean-Michel, Maude et Denis. Donc c'était très 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 petit, c'était très familial. J'ai un souvenir vraiment excellent de cette année-là, qui était à la fois, je dirais, encore fort improvisé, et en même temps ça commençait à se structurer un petit peu au niveau des horaires. On n'avait pas encore la cloche, il y avait les cours, c'était plus ou moins 2 heures, et on en faisait des cours plus longs ou des cours plus courts, ça dépendait. Donc, et puis on allait rejoindre parfois les autres pour quelques cours. On était 8, et il n'y avait qu'une fille, c'était Maude. Et donc je suis rentrée en 96, si je ne me trompe pas, ça fait 20 ans donc, à Scola Nova, dans l'ancienne école, puisque c'était pas aux États comme aujourd'hui, mais à Oprebay, rue du Moulin. C'était beaucoup plus petit. On avait quelques classes, 2-3 classes, dont une dans la maison, de Sylvie et Caroline. On était que 7 dans toute l'école. 2 années donc, la première et la deuxième, ou plutôt je devrais dire la 6e latine et la 5e latine. Et si mes souvenirs sont bons, il y avait plus de profs que d'élèves. Le fait d'être dans une école aussi originale n'était pas toujours facile à expliquer pour l'extérieur. Je me souviens très bien chez les scouts, on disait « Ah oui, toi, dans ton école de 3 ».
c'est vrai que c'était marrant parce que pour la plupart, ils étaient dans des écoles de 300 élèves et donc moi, dans mon école, vous êtes combien? Mais on est 3. Ah, bon. Et donc, il fallait parfois un petit peu expliquer. Et le fait de devoir se positionner pour défendre ou simplement présenter son école, c'est quelque chose que j'ai dû faire pendant de nombreuses occasions. Et c'était pas toujours évident. Parce que parfois on est content, surtout quand on est adolescent, de passer un peu inaperçu et d'être avec les autres sans pour autant être monté du doigt parce que tout d'un coup on a quelque chose d'un peu spécial. Donc et puis c'est vrai que les enfants sont parfois un peu méchants ou un peu piquants dès que quelqu'un sort un peu de l'ordinaire ou a une activité qui est hors du commun, quoi. Les enseignants, Stéphane et les différents enseignants de Scola Nova ont organisé une réunion de parents pour informer justement de l'existence de cette école et de ses particularités. Donc voilà, c'est une école pas reconnue par l'État, mais dans laquelle on peut y étudier beaucoup de choses qu'on n'étudie plus malheureusement aujourd'hui dans le programme de l'État, dont ces nombreuses heures de latin, évidemment, qui étaient, aux yeux de mes parents, si précieuses. Donc, voilà, je crois que mes parents sont sortis de cette réunion absolument éblouis. Et puis, moi, pareil, en fait. Moi, j'ai un souvenir pendant que mes parents étaient à l'intérieur, d'être dehors avec Raphaël, qui me faisait lui aussi sa propagande, je vais dire. Et ça a super bien marché, parce que vraiment... moi, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents, écoutez, moi, je le sens super bien, ce truc, inscrivez-moi là. En fait, j'ai pas dû les prier beaucoup parce qu'ils étaient super chauds, eux aussi. J'ai beaucoup accueilli les enfants de l'école. Pour un oui ou pour un non, on venait loger chez nous, on venait jouer à cache-cache chez nous, on se cachait devant toutes les armoires, on faisait des chasses à l'homme. Et ça m'amusait beaucoup parce que c'était ma façon à moi de participer. C'est vrai que la progression au départ était géométrique. Première année, un élève, et puis on a fini avec 3. L'année d'après, 8. L'année d'après, 15 ou 16. Et l'année suivante, je crois qu'il y en avait une trentaine. Et puis on a atteint, disons, un nombre moyen, selon les années, 50 à 60 élèves. Alors on cherche un bâtiment plus important et bingo, on tombe sur ce cas-là, qui était à vendre, mais depuis des décennies. Il y avait un petit panneau écrit de Traviole à vendre. Et en 98, il y a le bâtiment de la Chaussée de Namur, qui est toujours le bâtiment actuel, qui a été acheté pour Scola Nova, avec tout l'espace nécessaire au développement de l'école. C'est un bâtiment qui date fin 18e, qui a d'abord appartenu... C'était un endroit de douane, ça s'appelait les États. Ça a été habité par des moines, et jusqu'au début 1900, puis ils ont été décimés par la fièvre espagnole, ou quelque chose comme ça. Puis ça a été acheté par une aristocrate désargentée qui n'en a rien fait. C'est resté comme la Belle au bois dormant. Et là, c'était beaucoup de travaux, d'abord, énormément, y compris que les élèves, chaque année, en mois d'août, énormément. Terrible. Je crois que les 10 premières années de l'école, on a consacré plus qu'un mois chaque fois de l'été, juillet ou août, ou parfois même les 2 à faire. Mais quand je dis des travaux, c'était 8 à 10 heures par jour. Ceci dit, ça m'a appris les métiers manuels, parce que j'adore les métiers manuels. On a fait des murs, on a repeint des bibliothèques, on a construit des bibliothèques, on a tout de manière très très artisanale, dans un style qu'on pourrait parfois, ou que certains qualifiaient parfois de Louis-Quesse, et c'était du style très 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 provisoire. Mais ça a permis à l'école de marcher. Nos tableaux, ce sont des simples contreplaqués, peints avec une couleur tableau, avec une gouttière en dessous. Et puis, il y avait un bois. Ils avaient planté une énorme forêt, c'était horrible. On a fait tout couper, on a brûlé les branches, ça a pris 2 semaines, un feu qui a duré 2 semaines. Il y a eu toute la restauration de ce qu'on appelait la chapelle, et qui est devenue la salle de théâtre. J'ai envie de dire Ola Mania, mais je pense qu'elle a été renommée quand ils ont construit la nouvelle salle. C'était en fait la grande salle de quand j'étais élève ici. C'était la grande salle, c'est ici que se donnaient les concerts, c'est ici qu'on faisait nos plaidoiries, c'est ici qu'on passait nos examens, c'est ici que se donnait le théâtre, bien sûr. Oui, au début, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ola Minor, qui s'appelait Ola Magna.
Et puis quand à Louvain-la-Neuve, ils ont ouvert cette immense salle sur la Grand Place, on s'est dit que notre aula magna était vraiment très parva. Et donc on a débaptisé. Et assez vite, quand le nouveau bâtiment a été construit en 2010, on a donné un nom aula major à la grande salle et aula minor à la petite. Oui, donc la nouvelle salle, en fait, on a été obligé de la construire parce que les pompiers m'ont décrété que c'était plus possible. Et ils ont fixé un nombre de 49 places pour l'ancienne salle où on faisait des chaudrons, des concerts, où il y avait une chaleur et une ambiance assez incroyable. Mais il y avait de toute façon beaucoup de bruit pour les concerts dans l'ancienne salle. Et donc, un bruit qui se transformait comme ça, qui semblait plus un avion enfin, c'était énorme. Et donc, oui, on s'est mis en tête de construire cette salle avec mon frère, avec papa et moi. Et donc, l'idée, c'était de faire quelque chose de très simple, un hangar, à l'endroit où donc il y avait le terrain de foot avant, donc sur l'aile gauche du bâtiment. Évidemment, c'est un peu moins typique que la petite aula major dans laquelle on a fait énormément de concerts. Ça, c'est des bons souvenirs, avec l'ancien piano, avec le public qui était tout proche. Moi, quand j'étais en première année, c'était Anne Favard qui avait fait une pièce de théâtre de Paolo Dos. C'était en fait un monologue, on était une vingtaine à jouer différentes parties du monologue. C'était une pièce comique. C'était beaucoup amusé. Je pense que ça avait beaucoup plu au public aussi. Ouais, c'était génial, ça, c'était vraiment des excellents souvenirs. Paolo Dos qui était venu nous voir d'ailleurs. On avait été voir sa pièce de théâtre et il était venu nous voir grâce à Madame Favard qui travaillait avec lui. Xavier était tellement petit en tête qu'il rentrait dans la valise. Dans la valise, son entrée sur scène dans une valise, c'était vraiment pas mal. Il y a eu plusieurs élèves d'ailleurs qui ont continué sur cette voie-là après leur scolarité, qui ont commencé une formation théâtrale. Ah, c'est sportif, c'est sportif. Les élèves ne connaissent pas toujours leur rôle, bien sûr, soit parce qu'ils n'ont pas étudié, soit parce qu'ils ne sont pas très à l'aise, ce que je comprends parfaitement. Il faut gérer tout cela. Et il y a aussi les élèves qui ne jouent pas pendant telle ou telle scène, donc ils vont répéter dehors ou ils vont jouer dehors. Et c'est assez chaotique. Ça a l'air assez chaotique pendant toute l'année, mais finalement le résultat est en général au rendez-vous. Je pense que c'est surtout une éducation à penser, à réfléchir par soi-même, à s'interroger tout le temps sur ce qu'on nous propose. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fortement développé à Scola Nova. Un regard critique par rapport aux choses, une analyse, la capacité aussi à voir les choses, oui, avec le zoom de l'analyse ou bien avec la vue d'ensemble, une plus grande synthèse. Je pense que ça, c'est vraiment le propre des études humanistes, de ne pas rester complètement cantonné dans une spécialité, mais d'avoir quand même un éventail de matières important, de pouvoir faire des langues anciennes, de pouvoir faire des langues modernes, d'avoir des bons cours de mathématiques, de pouvoir étudier l'histoire d'un bout à l'autre dans un ordre chronologique, ce qui est évidemment très formateur parce que du coup on garde un rapport au temps où on peut, dès qu'on rencontre quelque chose qui a trait à l'histoire, on peut le raccrocher dans la ligne du temps et on n'est pas comme malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui avec une espèce de flou où on connaît certains moments mais où il y a des énormes zones d'ombre. Donc on a quand même toujours un canevas, une sorte de ligne du temps, même si certaines périodes sont moins détaillées, on sait toujours exactement où on se trouve. En dehors des heures de cours, j'ai régulièrement enseigné l'égyptien. Et un élève qui était tellement passionné, il a fait avec moi 2 ans et demi d'égyptien, donc il a été tellement passionné par cela qu'il a continué sur cette voie. Il a étudié donc l'égyptien à l'université. Et il me l'a bien rendu d'ailleurs, puisque il y a 1 an, il a donné des cours de copte. Et moi, à son université, je me suis inscrit à ces cours de copte. Et donc, j'ai pu apprendre avec lui le copte. Et ça m'a, à mon tour, passionné. Donc ça me fait particulièrement plaisir qu'un élève se passionne pour une matière et continue sur cette voie. Et c'est ça aussi, humain. Ça, c'est le mot qui est très important dans l'école aussi. Humain, être humaniste, être ouvert aux autres. Ça, je le pense. Et à travers les enfants qui sont chez nous, qui sont de différentes origines, je crois qu'on est vraiment un exemple pour beaucoup d'autres écoles
dans notre petit pays. En tant qu'élève, il y avait quand même pas mal de place pour lancer des projets, lancer des concerts, imaginer certaines présentations, certains ateliers de théâtre. Et donc, c'est vrai que une des caractéristiques de l'école, c'est aussi de faire confiance aux élèves quand ils ont une idée et de leur permettre de réaliser quelque chose qu'ils ont envie de faire. Un très bon exemple, c'était la revue L'Optimus, qui était une petite revue que certains élèves ont lancée. C'était évidemment un tout beau projet qu'on avait lancé. Je pense même que c'était mon frère qui avait lancé l'idée, mais c'est nous qui avions réalisé ça avec Denis. Donc Denis Klesbois, qui était donc un des anciens élèves, des premiers, donc de la deuxième année. Et c'était magnifique parce qu'on faisait tout en vélo, on allait chez lui, rédiger ça. Lui connaissait un peu les traitements de texte, moi j'étais un ignare là-dedans. Mais ça commençait, c'était le début, puis on allait imprimer ça à Jodogne, on essayait de relire ça 4 fois pour qu'il n'y ait pas de faute. C'était un stress terrible parce qu'il fallait qu'il sorte pour la remise des bulletins, on essayait de le présenter, de le vendre aux parents. Et oui, il y avait des articles des professeurs, quelques travaux à nous, quelques poésies. C'était génial de réaliser ça, ça nous a appris énormément de choses, la rédaction journalistique. Et donc, l'école, évidemment, a toujours soutenu ces initiatives, elle les a encouragées et les a toujours... a toujours été là pour stimuler les élèves à faire des choses en dehors des cours aussi. Le secret de l'enseignement, finalement, c'est passionner un élève, montrer qu'on a soi-même de l'enthousiasme pour la matière qu'on est censé enseigner et transmettre cet enthousiasme à l'élève. Ce qui compte, c'est que l'élève aime s'instruire. On voit que c'est vraiment la clé de tout. Et c'est vrai que le fait de pouvoir étudier à Scola Nova m'a permis de continuer à travailler mon instrument sérieusement pendant toute ma scolarité. Puisque une des grandes forces de Scola Nova, et je crois d'autres petites écoles alternatives, c'est que le volume horaire hebdomadaire n'est pas trop grand. Et donc, on a du temps pour s'adonner à d'autres choses, si on a une passion, si on fait du sport, si on a d'autres centres d'intérêt, on peut tout à fait trouver des après-midi entières pour pouvoir s'y consacrer. Donc, pour rappel, à Scola Nova, au début, on était aux alentours de 20 heures par semaine, avec 4 personnes par classe. C'est déjà beaucoup, en fait, parce que l'attention du professeur est déjà... l'attention doit être accrue, puisqu'elle est répartie sur 4 élèves. Donc, quand il y a un exercice, 1 sur 4, on doit le faire. Et donc, ça permet d'avancer vraiment vite. Et maintenant, je dirais que l'école, on est plus aux alentours de 28 heures semaine, ce qui fait en gros le même horaire que dans les autres écoles, mais avec le vendredi après-midi qui est libre pour d'autres activités artistiques qui sont aussi proposées dans le cadre de l'école. Un jour, j'arrive à l'internat et je propose aux élèves un cercle de poésie. Ils n'avaient aucune envie de faire quoi que ce soit. Alors, comme j'aime bien le côté théâtral, je me suis dit, je vais faire autrement. Je me suis installée toute seule dans un fauteuil, j'ai commencé à lire une poésie et j'ai pris des airs complètement inspirés. Et petit à petit, les élèves sont venus regarder dans la pièce, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, ne me dérangez pas, je fais un cercle de poésie. J'étais absolument toute seule. Petit à petit, les élèves ont commencé à s'installer près de moi. Et puis bon, petit à petit, le rituel s'est installé, mais donc, que la lumière des bougies, pas de lumière artificielle, que de la musique classique très douce, des livres de poésie partout par terre, et on lit. Alors, on les prend toujours au hasard. D'ailleurs, il y a une anthologie des cercles de poésie qui arrive. Hop, on les pique au hasard et on lit des tas de poésies, de tas de poètes célèbres. Et puis, on fait la même chose en prenant un mot. Mais alors, chaque élève, s'il le souhaite, écrit une poésie selon un nombre de vers tirés avec des dés, selon un nombre de pieds tirés au dé, etc. Et chacun écrit selon son inspiration. Inès a gardé tous les cercles de poésie. Mais c'est vrai que c'est un truc, moi, qui m'a beaucoup débloqué au niveau de l'expression. Ça m'a appris à écrire et à pouvoir m'exprimer d'une autre façon que de manière orale. Je me suis beaucoup amélioré sur l'oral, mais c'est un truc avec lequel j'avais vraiment beaucoup de mal, faire passer mes idées, mes sentiments en parlant. Et du coup, voilà, ça m'a appris à les faire passer d'une autre façon. Et l'écrit s'avérait être la meilleure façon. Il y a le concours de plaidoirie, évidemment, qui est un des événements majeurs de la vie à Scola aussi. Donc il y a des tas de petits rituels comme ça qui se sont instaurés, qui deviennent vraiment le point de référence de l'école, je dirais. Une fois par an, chaque année,
Ça se déroule vers le mois de mars, plus ou moins, et proposer un sujet aux élèves, en général de 3e année d'humanité, un sujet historique, et les élèves ont comme obligation de plaider pour ou contre telle ou telle thèse. Il y en a qui sont fort stressés, ça se voit, souvent après 2-3 minutes, ce moment de stress est passé. C'est une épreuve, c'est une véritable épreuve pour eux, c'est un peu un baptême. La plaidoirie, quel grand moment de ce que là, quoi. C'était quand même énormément de stress, avec pour la première fois, je pense, de la vie d'un élève, un jury extérieur à ce que-là, etc. Parler en public. Voilà, la Magna qui paraissait énorme, alors que maintenant, quand je vois la nouvelle salle, elle est 5 fois plus grande que ça. C'est des enfants de 14 ans qui montrent comme ils peuvent un réel plaidoyer pour défendre un cas historique, et je trouve ça génial. Mais c'était pas le moment, enfin le moment même c'était... Mais c'était pas le meilleur moment de ce là. Mais... Après, oui, moi de nouveau, j'ai été dans votre jury de trucs, et enfin voilà, être dans le jury et de l'autre côté, c'est juste génial. Mais c'était impressionnant, c'était aussi le jury qui était ouais, le jury officiel, donc sur cette grande table, il y avait donc Guy Lecoq, Stéphane, Caroline, il y avait 2-3 profs, il y avait des personnes extérieures. Son père de Fabar, là. Oui, Tinès. Oui, Georges Tinès, il y avait... Donc c'est tous des gens quand même impressionnants, c'était pas comme si le jury c'était simplement, voilà, 2-3 profs qu'on voyait tous les jours, il y avait quand même aussi des gens extérieurs, donc les parents qui voulaient venir, tous les autres élèves à part ceux qui n'avaient pas fait leur plaidoirie. Donc il y a quand même tout ce stress, c'est pas comme faire la pièce de théâtre à la fin de l'année où il y a quand même ce stress, mais on est tous ensemble, on est là, on fait une représentation, là on est un peu seul face à nous-mêmes, quoi, simplement, et face à un jury, quoi. Donc c'était vraiment... Voilà. Tout était plus amateur. Le concours de plaidoirie, même chose. Les élèves nous demandent toujours de votre temps qui a gagné, comment c'était. Moi, je pense qu'on l'a fait, on était 4. Et c'était pas vraiment un concours de plaidoirie. Il y avait tout sauf sur l'éloquence. En fait, c'était un tournoi il fallait vraiment analyser un texte, trouver des arguments pour, trouver des arguments contre. Ça, c'était déjà le principe, c'était plus ou moins là. La tâche d'avocat était là, mais l'éloquence, c'était vraiment surtout focalisé sur le fond des arguments. Et donc, c'était Denis qui avait inventé le concours, mais on était bien jeunes et le sujet nous paraissait vraiment difficile, ça c'est clair. Avant la remise des bulletins, il y a quelque chose de très 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 sérieux qui se passe, et c'est l'horrifique pompe des pétasophores euphoriques. Donc on traverse une partie du terrain de l'école, et puis on rejoint la salle où se fait la proclamation, et à ce moment-là on commence la proclamation. Pour faire un peu comme on le fait dans les grandes universités, c'est une vieille tradition. En réalité, quand je dis que c'est très sérieux, on a fait ça sans aucun but sérieux, mais tout en nous imaginons déjà comment dans 1000 ans on fera cette même cérémonie avec des airs très sérieux et en prenant très au sérieux cette cérémonie qui est purement ludique et qui n'a absolument rien de sérieux du tout. On ne sait pas où on sera dans 30 ans, dans 50 ans, peut-être ailleurs.